Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire en droit social qui est porté par le groupe EXCO et qui portera sur le recrutement d'un ressortissant étranger. Et on abordera les vérifications et les formalités essentielles à ne pas manquer. Alors, porté par le groupe EXCO, c'est un réseau d'expertise comptable et d'audit reconnu en France et à l'international. Et il faut savoir que c'est un réseau qui est composé de cabinets indépendants. Et c'est pour cela que nous serons deux à présenter ce webinaire. Donc, deux cabinets dont ma collègue Déborah Garnier qui sera sur le cabinet Valiance, EXCO Valiance, et moi-même, donc Laetitia Livolsi, qui représente le cabinet Exconnexium, qui est situé dans le Grand Est. Donc, et Paris également. On se trouve donc à Épinal, Strasbourg, Villers-lès-Nancy, Metz, Thionville et donc Paris, comme je viens de l'expliquer. Donc, je vais vous présenter le sommaire de ce webinaire. Donc, pourquoi ce webinaire qui nous semble très important au vu de l'évolution des recrutements qui se font sur ces dernières années. Et nous parlerons donc, nous allons essayer de vous étayer qu'est-ce que la notion de ressortissant étranger, de titre de séjour. Ça sera la partie qui sera faite par ma collègue Déborah. Et puis ensuite, nous aborderons l'autorisation de travail et enfin les sanctions en cas de non-respect de l'ensemble des formalités que nous allons vous décrire. Et je laisse la parole à Déborah qui va se présenter et aborder notre thématique. Merci Laetitia. Bonjour à tous, donc Déborah Garnier, juriste en droit du travail chez Excovalence depuis une dizaine d'années. Je vais commencer par vous définir tout simplement la notion de ressortissant étranger. Donc ça se réfère à toute personne qui n'a pas la nationalité française. Donc quand vous recrutez, il faut que vous vous posiez la question de savoir quelle est la nationalité du candidat que vous recevez. Donc, il y aura 3 possibilités. Soit ce candidat, il est ressortissant communautaire, dans ce cas-là, c'est le principe de la liberté de circulation des travailleurs. Il n'y a aucun titre de travail qui est requis. Attention toutefois parce que, dans cette catégorie, est citoyen, de l'Union toute personne, qui a la nationalité d'un État membre, ça d'accord, mais attention parce qu'il y a certains pays de l'Union européenne, notamment l'Espagne et l'Italie, qui délivrent, des carta de identidad qui permettent de circuler dans leur pays, mais qui sont absolument pas des cartes d'identité au sens, de la réglementation française. Donc regardez bien dans la case, nationalité, qu'il soit précisé, par exemple l'italienne et non pas, une nationalité, d'un pays tiers. Parce que si c'est la nationalité d'un pays tiers, dans ce cas-là, vous allez être dans la deuxième catégorie et dans ce cas-là, le ressortissant, doit détenir obligatoirement un titre de travail. Il va falloir aussi faire attention sur ce titre de travail qu'il n'y ait pas de restrictions particulières en termes d'activité exercée ou de périmètre géographique. On verra ça juste après. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui relèvent de conventions bilatérales. Vous allez rencontrer, enfin en tout cas on rencontre plus souvent le cas de l'Algérie et la Tunisie, mais il y a aussi Andorre et Monaco et Saint-Martin. À avoir en tête qu'il y a des spécificités aussi pour les ressortissants britanniques, du fait du Brexit, les ressortissants ukrainiens, suite à la guerre en Ukraine et pour les ressortissants, algériens et notamment les étudiants algériens. On en parlera juste après. Donc vous recevez, ce candidat, vous lui demandez sa nationalité et il vous présente un titre de séjour. Ce titre de séjour, c'est un document officiel qui lui est délivré pour résider légalement en France. Pour y travailler, par contre, en tant que salarié, ce ressortissant étranger doit, sauf exception, détenir une autorisation de travail.
Certains titres de séjour contiennent une autorisation de travail et donc ils permettent de travailler en France sans que vous, employeur, n'ayez besoin de solliciter une autorisation de travail supplémentaire. Donc, parmi les principaux titres de séjour qui valent autorisation de travail, il y a par exemple la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle salariée. La carte de séjour salariée, il faut faire attention dessus parce que l'autorisation de travail qui accompagne cette carte, elle peut être limitée géographiquement, comme je vous le disais. Donc limitée géographiquement, par exemple, réservée à la zone Gironde. Donc si vous êtes en Gironde, vous pouvez le recruter. Si vous n'êtes pas en Gironde, malheureusement, ce titre ne vous permettra pas de recruter ce salarié. Cette carte, elle peut aussi comporter une limitation professionnelle, c'est-à-dire restreindre l'autorisation de travail soit à un employeur en particulier, soit à un emploi spécifique. Par exemple, elle précise un poste de préparateur en pharmacie, même si la personne détient un diplôme supérieur, par exemple pharmacien, vous pouvez ne l'embaucher qu'en qualité de préparateur en pharmacie. Comme titre de séjour qui vaut autorisation de travail, vous pouvez avoir aussi, on rencontre fréquemment le cas de la carte travailleur saisonnier. Là, attention, c'est valable que pour le premier emploi saisonnier et à chaque changement ou renouvellement du contrat de travail saisonnier, il faut une nouvelle autorisation préfectorale. Depuis septembre, il y a une obligation par rapport à ça. Je fais une petite aparté aussi, c'est qu'il va falloir que vous fournissiez la preuve que le travailleur disposera d'un logement qui lui assure des conditions de vie décentes. Vous avez aussi la carte de séjour pluriannuelle qui porte la mention passeport talent. Celle-ci, vous pouvez recruter le ressortissant étranger, mais pendant les 2 premières années de validité de la carte, il faudra l'embaucher sur le poste qui a donné lieu à la délivrance de ce titre-là. Après les 2 premières années, il n'y a aucune restriction. Le travailleur peut faire toute activité professionnelle et sur l'ensemble du territoire français. Alors, je sais que c'est un petit peu fastidieux ce listing de titres, je ne les fais pas tous, juste les principaux que vous pouvez rencontrer. J'espère que vous êtes toujours avec moi là-dessus. Il en reste deux. Si tu peux juste revenir, Laetitia, je voudrais rajouter juste 2 points parce qu'on les a quand même souvent, notamment les titres qui concernent les étudiants. Parce que les étudiants, ils ne peuvent faire une activité qu'à titre accessoire. Ça veut dire qu'il y a un nombre d'heures maximum par an que vous pouvez leur faire effectuer et ce, tout emploi confondu. Donc il faut aussi faire attention s'ils travaillent, ailleurs en termes de cumul d'emplois qui ne dépassent pas ce quota et il y a une dérogation aussi, pour les étudiants algériens. Eux, il faut en plus une autorisation provisoire de travail. Donc voilà, ayez en tête les étudiants, il y a une spécificité. Et le dernier point, comme il y a quand même pas mal de délais en préfecture pour délivrer les titres, vous allez voir aussi, il y a fréquemment des autorisations provisoires de séjour ou un document provisoire de séjour. S'il mentionne expressément autorise son titulaire à travailler, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le recruter sur la base de ce titre provisoire. Sinon, malheureusement, vous ne pouvez pas. Voilà, donc le travailleur étranger, il a certaines formalités, lui, à réaliser préalablement à son embauche. Donc, c'est lui qui va demander l'obtention d'un titre de séjour ou son renouvellement. Mais préalablement à cette embauche, vous aussi, employeur, vous devez réaliser certaines vérifications et formalités. Et j'insiste vraiment sur le côté préalable à l'embauche pour pas que vous vous retrouviez bloqué. Donc, vous devez vérifier que l'étranger que vous souhaitez embaucher est en situation régulière au regard du séjour. Pour faire cette vérification-là, vous allez devoir saisir le préfet de département. Cette démarche, vous allez l'effectuer au moins 2 jours ouvrables avant la date d'effet d'embauche. Et selon les régions, c'est soit sur une adresse mail dédiée, soit sur un site internet particulier.
Le préfet, lui, il va répondre généralement par mail dans un délai de 2 jours, voire sur certaines régions, il ne va pas répondre. Et dans ce cas-là, s'il ne répond pas, c'est qu'il n'y a pas de souci et vous avez C'est pas rempli votre possible. obligation. Vous allez aussi devoir vous assurer que le titre de séjour vaut bien autorisation de travail. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a certains titres qui valent autorisation de travail. Si c'est le cas, c'est très bien. Je vous conseille, on vous conseille de vous mettre une alerte à peu près 2-3 mois avant la date d'expiration du titre de séjour pour vous assurer que votre salarié étranger fasse bien les démarches de renouvellement de son titre. Alors oui, c'est lui qui doit faire ces démarches-là, mais ayez en tête que s'il ne les fait pas, vous aussi, employeur, vous allez être embêté, parce que vous allez vous retrouver avec un salarié qui finalement est en situation irrégulière. Et Laetitia va vous expliquer tout à l'heure les risques et les sanctions liées à cette situation. Donc vous vous mettez une petite alerte pour faire ces vérifications-là. Et une alerte aussi supplémentaire, on insiste sur ce point, une alerte supplémentaire par rapport aux étudiants, parce qu'il va falloir vérifier chaque année qu'ils sont toujours étudiants. Du fait justement de cette possibilité d'exercer une activité qu'à titre accessoire. Ensuite, si le titre de séjour, cette fois-ci, ne vaut pas autorisation de travail, dans ce cas-là, vous allez devoir en solliciter une avant l'embauche. Et Laetitia va vous expliquer les modalités de sollicitation de cette autorisation de travail. Pardon. Ah, Laetitia, on ne t'entend pas. Rebranche ton micro. Je rebranche. Oui, alors, excusez-moi pour les problèmes de slide. J'ai ma souris qui m'a joué des tours. Voilà. Alors, merci de votre compréhension. Donc, je vais vous parler effectivement, suite à l'explication de Déborah, donc de titre de séjour. Donc, on a vu les premiers cas qu'elle a expliqués sur le fait qu'il n'y a pas besoin de titre de séjour ni d'autorisation de travail, tout simplement parce qu'en fait, par exemple, ils font partie de l'Union européenne et du coup, cette nationalité avec une carte d'identité de nationalité européenne ne vous oblige pas à avoir le titre de séjour. Le deuxième cas était celui de l'autorisation, donc du titre de séjour qui vaut autorisation de travail. Et là, moi, je vais aborder le cas du titre de séjour qui vaut uniquement autorisation d'être présent sur le territoire français, mais qui ne vous permet pas d'embaucher votre salarié, en tout cas cette personne qui a ce titre de séjour qui est légal, hein, mais il va falloir faire une demande d'autorisation de travail. Alors, qu'est-ce qu'une autorisation de travail? L'autorisation de travail, c'est un document officiel qui est délivré par l'administration française et qui permet justement à cet étranger qui est légalement sur le territoire français d'exercer une activité salariée en France. Alors, les démarches, comment elles vont être faites? Vous allez déjà vous poser la question de savoir est-ce que le futur recrue ou la future recrue, est-ce que c'est une personne qui réside en France? Si elle réside en France, on va faire la demande d'autorisation de travail. Donc, elle a son titre de séjour. On a fait la vérification que ce n'est pas un faux, par exemple, ou qu'il est encore bien reconnu par l'administration française. Et ensuite, on va aller sur le site téléservice pour envoyer une demande d'autorisation de travail au préfet. À quel moment on fait cette demande d'autorisation de travail? Eh bien, à l'occasion de tout nouveau contrat de travail et également avant tout nouveau recrutement. Et donc, je le rappelle, c'est ce que Déborah a expliqué, hein, l'étranger qui réside en France, mais qui n'a pas de titre de séjour, qui n'est pas listé par l'article du Code du travail, donc qui ne vaut pas autorisation de travail, et le salarié aussi, parce que vous devez faire une demande d'autorisation de travail pour la personne qui est en situation irrégulière au regard du séjour en France. Et là, ça sera notre partie suivante, en tout cas, ça rentrera dans la partie suivante. La demande d'autorisation de travail va nécessiter de vous munir d'un certain nombre de documents pour faire cette demande sur ce site. Et surtout, il y a des critères de délivrance. La première des questions que vous allez vous poser quand vous allez avoir recours à ce recrutement, c'est de se dire, OK, est-ce que mon emploi
fait partie de la liste des métiers en tension. Alors, nous ne vous l'avons pas reproduit là. N'hésitez pas à aller vers vos conseils pour obtenir cette liste parce qu'il y a un grand nombre de métiers en tension. Et si l'emploi que vous proposez est sur la liste des métiers en tension, alors vous n'aurez pas l'obligation au préalable et avant cette demande d'autorisation de recrutement de faire publier une offre pendant un délai de 3 semaines auprès de, par exemple, France Travail ou l'APEC. Si en revanche, votre emploi n'est pas sur la liste des métiers en tension, eh bien là, sachez que vous ne pourrez faire de demande d'autorisation de travail valable ou en tout cas complète qu'à la condition que, au préalable, vous vous êtes inquiété de publier une offre pendant 3 semaines, donc auprès de France Travail ou l'APEC, en ayant la preuve que vous l'avez publiée, qu'elle y est bien restée 3 semaines et que vous avez clôturé cette offre sans que vous n'ayez pu pourvoir avec des personnes qui se soient présentées, donc avec une attestation sur l'honneur. La deuxième des obligations qu'a l'employeur, et ça c'est vérifié effectivement, et vous avez le devoir de réunir cette pièce, c'est l'attestation de vigilance. Alors auparavant, ils allaient la rechercher, maintenant il vous faut la procurer vous, et vous devez aussi en tant qu'employeur, et ça c'est comme dans toute démarche finalement auprès des administrations françaises, c'est d'avoir respecté vos déclarations sociales, de ne pas avoir été condamné pour travail illégal, et de ne pas avoir fait l'objet de sanctions administratives. La troisième des conditions, enfin le troisième critère pour être sûr que votre demande d'autorisation que vous allez saisir et présenter soit recevable, c'est que en fonction de l'emploi, il va falloir, et de votre domaine d'activité principale, il y a des réglementations spécifiques pour certaines. Eh bien, vous allez faire attention que vous avez bien respecté votre réglementation ou la réglementation qui s'impose à votre activité principale. Et la dernière des choses qui est également vérifiée, le quatrième critère, est lié à un critère de respect du salaire minimum. Donc, en fait, ils vont vérifier quand vous allez faire votre demande que vous respectez bien le minimum de la rémunération pour le poste qui est proposé. Donc, soit le SMIC, soit le minimum. Alors, on a appelé ça CCN, bon, Convention collective nationale, donc de votre convention collective que vous appliquez. Et la dernière chose, et là c'est pour un cas plus spécifique, une catégorie particulière, c'est le cinquième critère. Comme a évoqué Déborah, si vous employez un étudiant, eh bien, il vous faudra vérifier que l'étudiant, il y ait une adéquation entre le diplôme et l'emploi pour obtenir cette autorisation de travail. Maintenant, donc ça, c'était la demande d'autorisation de travail. Donc, vous allez vous prémunir, je reprécise rapidement, puisque ça sera la même chose là. Donc, ça sera la carte d'identité ou le passeport, le titre de séjour. Il vous faudra également les informations sur le contrat de travail que vous allez proposer, le nombre d'heures, le taux horaire, le poste de travail. Vous aurez comme ça un certain nombre de questions à poser. Alors, il existe une multitude de titres de séjour et il existe une multitude de cas. Nous, en tant que conseil, on le voit et de plus en plus, tous les jours, on a des employeurs qui nous appellent en nous envoyant des titres de séjour et en nous demandant de faire une demande d'autorisation de travail. Le sujet est quand même tellement complexe que je vous invite, même si vous faites les démarches administratives vous-même, je vous conseille de revenir vers votre conseil pour pouvoir obtenir les réponses. La deuxième chose, c'est sur les travailleurs non résidents étrangers. Dans ce cas-là, ce n'est pas une demande d'autorisation de travail, mais c'est bel et bien une demande d'introduction du futur salarié sur le territoire français. Donc, en fait, c'est l'inverse. Le premier cas, on a un titre de séjour et on se dit, ce titre de séjour nous permet de peut-être demander une autorisation de travail si on a vérifié auprès du préfet que c'est le bon titre de séjour, qu'il est légal. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez faire venir quelqu'un sur le territoire français et que par voie de conséquence, vous allez demander à avoir une autorisation de travail pour que l'étranger
donc le ressortissant étranger, pardon, vienne demander après, avec cette autorisation de travail, le titre de séjour. Alors, cette étape-là se fait également auprès du préfet avec l'ensemble des pièces et un projet de contrat de travail que vous aurez conclu avec le salarié, le passeport du salarié quand même, ou le document en tout cas qui permet de vérifier la nationalité du ressortissant étranger qui va venir à vous pour travailler, et toutes les informations par rapport au contrat de travail. Ensuite, la chose étant, vous obtenez l'autorisation de travail, là, le ressortissant étranger peut se rendre auprès de la préfecture pour faire la demande. Attention, et là, c'est important, ce n'est pas parce que vous n'aurez une autorisation de travail qui est conforme à l'emploi que vous proposez que vous allez pouvoir embaucher le salarié, le futur salarié, sans titre de séjour. Le titre de séjour, le préfet va avoir 2 mois pour donner l'autorisation de travail, soit c'est accepté, et là, donc le titre de séjour, il va falloir attendre que le récépissé, comme quoi il a bien déposé la demande de titre de séjour. Si le titre de séjour lui permet de travailler, alors là, effectivement, avec cette autorisation de travail, vous allez pouvoir le faire venir sur le territoire français et commencer à exercer cette activité. Si en revanche, le récépissé du titre de séjour en fonction de l'emploi ne permet pas de travailler, alors il faudra bel et bien attendre le moment où il obtient son titre de séjour pour qu'il puisse venir travailler au sein de votre entreprise. Je tiens à préciser que cette démarche d'introduction d'une personne auprès sur le territoire français avec le premier titre de séjour génère une taxe qui est due auprès de la DGFiP et qui est due par l'employeur. Donc, je n'ai pas repris l'ensemble des montants parce qu'en fait, ça varie en fonction du type de contrat que vous allez conclure, de la rémunération. Donc, pour vous donner une ordre de grandeur, pour un CDD entre 3 et 12 mois, on est d'ordre de 74 € jusqu'à 300 €. Mais quand on passe sur un CDI, on va monter à environ 55% du minimum conventionnel dans une certaine limite. Donc, cette taxe sera payée auprès de la DGFiP et il faudra également, dans les 3 mois de l'obtention de l'autorisation de travail, faire effectuer auprès de l'Office pour faire venir les étrangers, en fait, il faudra faire une visite médicale. Donc, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, très exactement. La deuxième des choses, ensuite, c'est faire attention. Donc ça, c'était les demandes d'autorisation. La demande d'introduction, c'est faire attention à l'expiration des titres ou l'absence de titre. En fait, on est à peu près dans les mêmes conséquences, en fait. L'absence de titre, c'est tout simplement ce qu'on a dit, eh bien, on est en cours de demander un titre, il n'est pas sur le territoire français, et l'expiration des titres, c'est vous aviez un titre, vous aviez fait une demande d'autorisation, et on vous conseille d'anticiper l'expiration de ce titre, parce que, en fait, le salarié doit se rendre auprès de la préfecture pour demander un renouvellement de titre de séjour. Et c'est lorsqu'il fait cette demande de renouvellement qu'il obtient un récépissé. Récépissé qui peut vous permettre de poursuivre le travail que vous aviez commencé avec cette personne. Si vous ne l'avertissez pas parce qu'il a oublié que dans 2 mois, son titre expirait. Donc, mettez-vous une alerte en disant, peut-être 2 ou 3 mois avant l'expiration du titre, redites à votre salarié, au fait, tu en es où dans tes démarches de renouvellement? Parce que la conséquence, tout de même, lorsque vous n'avez pas de titre renouvelé ou de récépissé de demande de renouvellement tout court ou qui vous autorise à travailler, eh bien, c'est que donc le salarié n'a plus de titre de séjour, donc finalement, il est dans l'illégalité d'être sur le territoire français et en principe, et surtout, ce n'est pas en principe, c'est que l'employeur doit rompre le contrat de travail.
Et cette rupture de contrat de travail, il faut le savoir en fait, hein, c'est une rupture, c'est une procédure qui est quand même simplifiée parce que vous n'avez pas en tant qu'employeur à convoquer le salarié à un entretien préalable avec assistance, etc. hein. Vous allez pouvoir lui transmettre une lettre qui dit comme je vous ai demandé est-ce que vous aviez renouvelé votre titre ou est-ce que vous aviez un récépissé et que vous ne m'avez pas donné cela, vous êtes en situation irrégulière et du coup, vous pouvez rompre le contrat avec une lettre. Mais, parce qu'il y a un mais, lorsque vous décidez de rompre ce contrat, ce qui est légitime, hein, ce n'est pas que vous décidez, c'est que vous devez rompre, pardon, mauvais terme utilisé, vous allez devoir verser une indemnité forfaitaire spécifique de minimum 3 mois. C'est soit 3 mois, soit si l'indemnité légale de licenciement et le préavis sont plus favorables, ça sera l'indemnité légale de licenciement, de rupture et le préavis à verser. Mais en tout cas, sachez que le minimum, c'est 3 mois. Lorsque, en revanche, vous avez un récépissé de demande de renouvellement, mais qui ne vous permet pas de travailler, c'est-à-dire qu'il ne l'autorise pas à travailler, ce récépissé, donc vous ne pouvez pas prolonger le temps qu'il n'a pas le titre définitif vous permettant de travailler, eh bien, vous pouvez suspendre le contrat immédiatement parce que, alors au regard du code du travail des étrangers, ça vous permet de dire tant que le salarié ne fournit plus sa prestation, l'infraction n'est pas commise, donc on est bon le temps d'attendre le renouvellement de son titre de séjour. Mais attention, ce n'est pas parce que vous allez suspendre le contrat pendant le temps que vous obtenez ce titre que vous allez être dégagé de lui verser ses salaires. Et c'est là la problématique. Alors, il y a des cas où vous pourriez ne pas lui verser, mais comme c'est à l'employeur de donner de l'activité à son salarié, mais que c'est le salarié qui n'a peut-être pas fait les démarches dans les temps, mais malheureusement, les textes sont pas, on va dire, 100% confirmant qu'il faut verser les salaires, mais les jurisprudences, en revanche, s'orientent en disant non, vous devez lui verser les salaires le temps d'obtenir ce titre. Donc, en résumé, je fais ma demande d'autorisation sur le site en temps et en heure pour obtenir un titre ou pour lui permettre au salarié qui a un titre de venir travailler. J'anticipe l'expiration des titres de séjour et j'alerte mon salarié parce que s'il ne le fait pas la démarche dans les temps, eh bien indirectement la responsabilité se décale sur vous et vous allez malheureusement avoir une charge que vous n'attendiez pas parce que vous pensiez légitimement que les démarches étaient faites et vous auriez une charge de verser une indemnité forfaitaire. Et enfin, il faut savoir également qu'il existe des sanctions lorsque vous conservez auprès de votre entreprise un salarié qui ne dispose pas d'un titre de séjour parce que vous avez le risque d'être sanctionné pénalement avec une peine d'emprisonnement qui va quand même de 5 ans à une amende de 30 000 euros. Et ça peut même aller jusqu'à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle et être exclu des marchés publics. Donc, pour pour les entreprises qui ont ce risque-là, eh bien, vous pourriez être empêché d'exercer ou une fermeture d'entreprise. Donc, c'est quand même assez grave. Donc, nous ne pouvons que vous conseiller de mettre un terme au contrat. Hein. Et la deuxième des choses, c'est que vous avez une sanction administrative qui est assez conséquente, puisque ça peut aller jusqu'à 5 000 fois le taux horaire minimum. Et depuis le 1er septembre 2024, une amende administrative qui est d'un montant maximum de 20 750 euros et qui est recouvré par la DGFiP. Donc, et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un décret du 9 juillet qui est venu durcir les conditions et qui applique même les sanctions d'avoir à son service un salarié qui est en travail illégal, qui est dans l'illégalité tant du titre de séjour que de l'autorisation de séjour, et on l'étend aux donneurs d'ordre et aux maîtres d'ouvrage, et qui peuvent être sanctionnés par les mêmes sanctions tant pénales
que administratives et les sanctions financières. Voilà, je vais repasser la main à Déborah sur cette dernière slide et c'est récapitulatif et nous pourrons ensuite prendre les questions s'il y en a. Donc pour récapituler, comme pour toutes les embauches, donc peu importe la nationalité du candidat, il faudrait faire une déclaration préalable à l'embauche et rédiger un contrat de travail écrit. Ça, vous avez l'habitude, vous le faites à chaque fois. Par contre, quand vous avez un ressortissant étranger, je pense que vous l'aurez bien compris, il y a des vérifications et des formalités spécifiques que vous, employeur, vous devez accomplir avant de l'embaucher. Donc, que ce soit concernant la détention d'un titre de séjour et surtout d'une autorisation de travail. Et à défaut, comme Laetitia vient de vous l'expliquer, il y a des sanctions encourues qui peuvent être assez lourdes si vous ne respectez pas vos obligations en la matière. Donc, je pense qu'au fil de cette présentation, vous avez pu constater que c'est un sujet qui est quand même assez technique et assez complexe. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter votre interlocuteur social exco habituel parce que, bien sûr, on peut vous assister sur l'ensemble de ces différentes formalités. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Eh bien, alors il est vrai que c'est court, mais c'était vraiment l'idée d'alerter, de vous alerter, de dire attention, oui, on fait évoluer nos recrutements, mais attention, le formalisme est compliqué. Les titres ne sont pas, malgré des fois le fait qu'on puisse penser qu'ils sont simples, ils ne sont pas si simples que ça à déchiffrer. Donc, comme on vous l'a dit, revenez vers nous. Sachez que le support sera disponible et après on prend les questions sans problème. Le support sera disponible. Sur simple demande, Virginie Lopez va nous indiquer l'adresse mail sur laquelle vous allez pouvoir en faire la demande. Et n'hésitez pas à revenir vers vous ou vos conseils auprès de vos cabinets pour qu'on puisse vous assister. Et je laisse Camille nous donner les diverses questions qui puissent y avoir. Tout à fait. Merci Déborah, merci Laetitia. Beaucoup de questions. Le temps évidemment coule, mais on va en prendre quelques-unes. J'essaye de les regrouper un petit peu pour vous permettre d'y répondre rapidement. Évidemment, il y a quelques questions qui sont très spécifiques à des cas particuliers. Donc là, évidemment, comme l'a dit Déborah et comme l'a rappelé Laetitia, là, on vous conseille de revenir vers vos experts comptables et vos cabinets de conseil. Mais on a quelques questions. Donc, nous avons, quelle est la durée maximale de travail pour un étudiant? Déborah, c'était dans ta slide 5 quand tu parlais effectivement de cette durée. Et elle va un petit peu avec la deuxième question, je me permets de les cumuler. Bonjour, les étudiants sous contrat d'alternance sont-ils soumis également à cette limite d'heures de travail annuelles? Donc, à la fois, quelle est cette limite et est-ce que les étudiants sous contrat d'alternance ont également cette limite? Alors là, l'idée, il y a 2 catégories. Il y a les étudiants d'une manière générale. Donc là, c'est 60 de la durée annuelle de travail, ce qui fait à peu près 964 heures par an. Donc à peu près 18 heures par semaine si on lisse, mais bon, ça dépend de sur quelle période vous l'embauchez. Et le deuxième cas, c'est les étudiants algériens où là, il y a une spécificité. C'est 50 de la durée annuelle, ce qui fait 803 heures et à peu près 15 heures par semaine si vous lissez. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Très bien. On avait une question un peu spécifique, mais je pense que Laetitia, tu y as répondu. Dans la suite, on avait notre salarié a demandé le renouvellement de son titre de séjour plus de 2 mois avant son expiration et nous a transmis la preuve. Depuis, le titre de séjour est arrivé à expiration et nous n'avons pas à ce jour d'autres documents. Devrions-nous avoir un titre provisoire? Tu as parlé du récépissé. Laetitia, tu confirmes? Exactement, oui. Alors, il faut savoir, en fait, c'est les mêmes règles qu'au préalable, c'est-à-dire que si le récépissé, si le renouvellement du titre est sur le même titre qu'initialement et qu'il permettait, avec l'autorisation de travail, de travailler, là, ça se poursuit. En revanche, si le renouvellement, si le titre qui a été renouvelé n'a pas été fait sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on demande finalement indirectement un nouveau titre ou que le renouvellement, le titre initial ne permettait pas de travailler,
salarié, là, normalement, il faut suspendre le contrat de travail. Donc, en fait, c'est le récépissé du titre et c'est la demande qui a été faite qu'il faut absolument avoir en votre possession pour que votre conseil, ou que vous-même, vous puissiez répondre, mais en tout cas que votre conseil puisse vous confirmer ce que je viens de vous dire. Très bien. On a beaucoup de questions par rapport à cette rupture. Quand on parle d'indemnité, la fameuse indemnité de rupture, ok. L'indemnité de 3 mois, de quoi? Est-ce que c'est d'un salaire moyen? Et on a également quel est le motif de cette rupture à ce moment-là du contrat? Voilà, ça correspond à celle-là. Et pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la rupture? Doit-on convoquer le salarié? Un peu plus de détails sur cette rupture et l'indemnité en lien, Laetitia. Alors, ces 3 mois, effectivement, si mes souvenirs sont bons, pour ne pas vous dire de bêtises, c'est 3 mois de salaire brut, en fait. En revanche, pour la rupture, alors, soit vous faites une rupture en disant l'élément, c'est une cause objective, mon salarié ne m'a pas remis de récépissé, il est en situation irrégulière, finalement, je n'ai pas de preuve, je lui ai demandé, il ne m'en a pas donné. Ça, c'est une procédure sans convocation obligatoire. Une procédure lettre spécifique. où on ne... Spécifique, voilà. On ne mentionne pas licenciement dans cette lettre. Soit vous vous dites, eh bien, et ça c'est les jurisprudences, soit vous arrivez à prouver une faute grave. Attention, cette faute grave, il y a des jurisprudences, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout de se dire, c'était une fraude, il a fraudé, j'ai la preuve qu'il a fraudé, alors je romps pour faute grave. Mais dans cette hypothèse, vous devez absolument respecter la procédure habituelle de convocation, de peut-être mise à pied à titre conservatoire et de licenciement. Là où je reprécise derrière ça, donc normalement, pas de versement de l'indemnité de licenciement puisque c'est une faute grave. Attention, il vous faut les justificatifs et il vous faut les preuves. Deuxième chose, c'est pas parce que dans cette hypothèse-là, vous mettez à pied à titre conservatoire le salarié que vous n'allez pas payer les salaires. C'est une exception à la règle de la mise à pied conservatoire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Juste une petite précision, c'est que le motif, enfin la faute grave, ce ne sera pas le fait que le salarié ne vous présente pas le titre, ce serait plutôt, on ira sur ce terrain-là, nous, plutôt s'il y a une fraude et qu'il l'a présenté en faux titre, en fait. Ce sera plutôt là-dessus. Exactement. Merci, Déborah. Donc, pour finir, des petites questions. Alors, effectivement, un peu plus dans des cas pratiques, mais effectivement, on a quelqu'un qui avait un salarié qui était apprenti depuis 3 ans et qui l'ont embauché en septembre. Est-ce grave de faire la démarche à la préfecture 2 mois plus tard? Il faut la faire, il faut la faire. Toujours délicat. Il faut faire la demande d'autorisation même 2 mois plus tard. La seule chose, attention, c'est que la demande, donc ça va encore prendre 2 mois. Donc, dites-vous que vous êtes quand même dans l'illégalité, que normalement, le principe est de suspendre peut-être le contrat. Mais surtout, c'est qu'en plus, votre autorisation de travail ne prendra à date que pour l'avenir et ne se fera pas avec une date antérieure. Les dossiers ne sont pas acceptés. Donc, on ne régularise pas a posteriori. Voilà. Très bien. Ça veut dire que, si je vais plus loin, ça veut dire que l'amende pourrait vous être demandée. Voilà, si j'approfondis. Ok, et on va finir avec une dernière question, parce qu'il y en a pas mal et le temps tourne, il est déjà 11h38. Est-il possible de proposer un CDD à l'étudiant étranger possédant un titre de séjour avec autorisation de travail accessoire en attendant le retour de la demande d'autorisation de travail au vu du délai de réponse de l'administration? Un palliatif. Proposer un CDD, d'une manière générale, on pourra toujours. Si la personne, elle a bien son titre de séjour et son autorisation de travail, il faudra faire attention au nombre d'heures, par contre. Voilà. Puisque si c'est un étudiant, il ne faudra pas qu'il dépasse le quota. Donc, ça va dépendre de la durée du CDD. Et il faudra voir aussi s'il n'a pas déjà, sur la même année civile, travaillé ailleurs. Mais sinon, en attendant l'obtention du titre, pourquoi pas? Très Et bien. il faut que ça reste une activité accessoire. C'est bien précisé en tant qu'étudiant, pardon, Déborah, je précise ce que tu avais dit tout à l'heure. Il faut que vous ayez à l'esprit que ça doit être accessoire. Donc, en fait, vous n'allez pas faire un CDD pour qu'il fasse l'activité que vous lui demanderiez dans 2 mois, le temps d'obtenir ce titre de séjour définitif, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Beaucoup d'autres questions très spécifiques. Voilà, mais vu le temps,
nous sommes obligés d'arrêter là pour les questions. Encore Laetitia, je te merci laisse à conclure. tous. Merci à tous. Oui. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, YouTube. Sachez que le replay sera ensuite remis sur le site Exco dans les jours à venir. Voilà. Merci pour votre attention. Revenez vers vos conseils, n'hésitez pas. Le sujet est très délicat. Donc, pensez à vos conseils, c'est important. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne journée, À bientôt. Au merci. revoir. Bonne journée.